Bon, donc il y a une espèce de guerre dans le golfe Persique, il y a un blocus naval américain, le détroit d'Ormuz est officiellement fermé, selon les Iraniens, il est officiellement ouvert, selon Donald Trump, il est officiellement partiellement ouvert et fermé, selon les autres. Et hier soir, l'indicateur qui mesure la peur sur les marchés financiers a clôturé exactement, mais alors exactement, au même niveau qu'à Noël. Personne, alors absolument personne, n'imaginait une seconde qu'on allait se retrouver dans ce merdier. Mais le marché ne panique pas, le marché ne s'inquiète pas, le marché, il pionce. Et pendant qu'il dort, le S&P 500, il a battu un nouveau record absolu. Alors, soit le marché sait quelque chose que moi, je ne sais pas, soit il est en train de faire exactement ce qu'il fait toujours avant de se réveiller en hurlant. Pour l'instant, c'est du somnambulisme financier. Alors, restez avec moi parce que dans 10 minutes, je vais vous montrer une société qui a fait plus de 3000% en 12 mois et qui annonce déjà ses résultats jusqu'en 2030. Et tout le monde à Wall Street pense que c'est totalement normal. Bienvenue dans ce Morning Bull Live du vendredi 14 août 2026. Je suis bien sûr Thomas Veillet. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui me travaille depuis hier soir et qui a un nom, la complaisance. Le VIX, le fameux indice de la peur. Hier, il a fini à 14,5. Alors pour ceux qui ne suivent pas cet indicateur au quotidien, je vous explique très vite. Le VIX, c'est le prix que les gens acceptent de payer pour s'assurer contre une chute des marchés. Et quand tout le monde flippe, le VIX monte parce que l'assurance devient chère. Et quand tout le monde est serein, il descend, c'est le thermomètre de la trouille et il est à 14,5. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors pourquoi je fais toute une histoire avec ce 14,5 ? Parce que c'est très exactement le niveau de Noël l'année passée. Réfléchissez 30 secondes à ce qu'on savait ce soir-là. On était en train de bouffer, de boire un verre, d'ouvrir les cadeaux, de fêter les fêtes de fin d'année. Et absolument personne autour de la table se disait « Tiens, l'an prochain, il y aura une guerre dans le Golfe, un blocus naval américain sur l'Iran et le détroit d'Ormuz sera quasiment fermé. » Personne. Depuis, on a eu les trois, et le thermomètre de la trouille, lui, il est revenu exactement là où on était à cette époque-là. C'est comme si vous aviez une alarme incendie chez vous, que le salon est en train de cramer, que le sapin est en train de cramer, et l'alarme vous dit « Non, non, tout va bien, température normale, bonne soirée, ne vous inquiétez pas. » À un moment, c'est soit le feu qui est faux, soit c'est l'alarme qui est complètement pétée. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas de la sérénité. La sérénité, ça se construit sur des fêtes. Là, c'est de l'habitude. Le marché, il s'est habitué à la guerre. La guerre est devenue une espèce de bruit de fond, un truc qui passe entre deux pubs à la télé. Et l'habitude en bourse, c'est souvent le sentiment le plus dangereux qui existe. Parce que l'habitude, ça veut dire qu'on a arrêté de calculer le risque et on se contente simplement de ne plus le voir ou de l'ignorer, c'est selon. Bref, hier, le S&P 500 signait un nouveau record absolu. Motif officiel, les prix à la production sont restés calmes au mois de juillet. Motif réel, on cherchait une nouvelle excuse pour acheter de la mémoire et de la tech encore et encore. Et hier soir, de nouveau, on l'a trouvé. Mais avant d'en arriver là, et croyez-moi, c'est le meilleur morceau, il faut que je vous explique dans quel monde à l'envers on est en train de vivre. Aux États-Unis, il s'est passé un truc que je n'avais pas vu depuis très longtemps. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'ai vu un jour. On a arrêté de se demander quand est-ce que la Fed allait baisser les taux. Maintenant, on espère juste qu'elle ne va pas les monter. Vous voyez la nuance ? Elle est énorme. On est passé de « donnez-nous du bonheur » à « s'il vous plaît, ne tapez pas, ne tapez pas ». Et on est content quand on ne se fait pas frapper. Comme hier soir. Parce que l'inflation, elle est toujours là. Hier, on a eu les prix à la production, 4,7% de croissance sur un an. Et tout le monde a trouvé ça super. Alors attendez, je répète, 4,7% et on applaudit. On applaudit parce que c'était pas pire que le mois d'avant, c'était même un peu mieux. Voilà, c'est tout simplement ça le niveau d'exigence auquel nous sommes aujourd'hui. Non mais il faut quand même se rendre compte, 4,7% des hausses de prix à la production, c'est largement au-dessus de l'augmentation moyenne des salaires aux États-Unis. Ce qui veut dire en français, c'est que on s'appauvrit toujours un peu plus. Sauf que sur les écrans de Wall Street, comme c'est écrit en vert, ça passe beaucoup mieux. Et pendant ce temps-là, à la tête de la Fed, vous avez un Kevin Warsh qui répète, à qui veut l'entendre, qu'il va ramener l'inflation à 2%. Et la question que je pose depuis des semaines et que beaucoup de gens se posent et que personne n'a encore réussi à y répondre, c'est comment ? C'est quoi la stratégie ? C'est quoi le plan ? On fait quoi ? On va où ? Non, parce que là, pour l'instant, on le dit, mais on ne voit rien venir comme stratégie concrète pour faire baisser l'inflation. Et perso, j'ai même un doute sérieux sur l'existence même d'un plan
pour faire baisser l'inflation. Donc la Banque centrale garde le doigt sur la gâchette de la hausse des taux. Résultat, quand les chiffres tombent moins mauvais que prévu, le marché se dit pas « super, l'économie va bien ». Non, il se dit « super, on va au moins pas se prendre une baffe au mois de septembre ». Je ne sais pas si vous mesurez le truc, on achète des actions au prix fort, au plus haut de tous les temps, à des niveaux records, pour célébrer le fait qu'on ne va peut-être pas se faire taper dessus. Aujourd'hui, vendredi 14 août 2026, on a officiellement révisé la définition de la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, désormais, c'est l'absence de mauvaises nouvelles. C'est pas qu'on se contente de peu, c'est qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a pour entretenir ce bull market qui n'en finit pas de se réinventer jour après jour, semaine après semaine et mois après mois. Bon, maintenant, je vais dire un truc de positif. Hier, il faut quand même noter une chose importante, c'est que la hausse n'était pas réservée au Magnificent 7 ou au top 15 du S&P 500. Et ça, c'est important. Parce que depuis des mois, je vous répète que le marché est trop étroit. 5, 10, 15 mastodontes qui tirent tout l'indice vers le haut pendant que le reste en dessous, à la moitié de la cote, est en train de se traîner comme un lundi matin pour aller au bureau. Hier, non. 2/3 des actions étaient dans le vert et le Russell 2000, les petites capitalisations, les boîtes qui, eux, n'ont pas de data center ni de discours sur l'IA à vendre aux investisseurs qui font des trucs de base, les trucs qu'on consomme réellement. Le Russell 2000, lui, il a également battu son plus haut de tous les temps. Voilà, j'ai dit du bien, comme quoi tout espoir n'est pas perdu. Et puis il y a un endroit où la fête est beaucoup plus discrète, c'est le marché obligataire. Oui, je sais, je vous en parle tous les jours, mais je suis obligé de revenir dessus. Les taux courts sont en train de baisser, assez logiquement, on croit à la pause de la Fed, mais les taux longs, eux, ne suivent pas. Le 30 ans reste scotché tout en haut, et ça, traduit en français, eh bien ça veut dire qu'on est d'accord pour croire à la Fed sur 6 mois, mais pas d'accord pour croire sur plus longtemps, sur le reste. Il faut comprendre une chose sur la différence entre ces deux mondes. L'investisseur en action, il a la capacité de projection d'une portée de Golden Retriever devant un bol de croquettes. Son horizon, c'est vendredi, éventuellement lundi s'il se concentre vraiment très très fort pendant le week-end, alors que l'obligataire, lui, il achète du papier à 30 ans. Il est obligé de se demander à quoi ressemblera le monde en 2056. Et ce qu'il nous dit en ce moment, c'est qu'il ne voit pas vraiment comment Warsh, Trump et tous ceux qui viendront après vont s'en sortir avec cette montagne de dettes et tous les problèmes qui vont autour. Petit chiffre au passage, parce que c'est devenu mon compteur préféré, la dette fédérale américaine vient de passer les 39 000 milliards de dollars. C'était ce matin. Les 40 000, on va les toucher avant la fin du mois d'août, c'est dans 2 semaines. ChatGPT, lui, parle du 25, je pense que ce sera un petit peu avant. Bon, maintenant, on passe au dossier où tout le monde ment et où tout le monde fait semblant d'y croire. Hormuz. Officiellement, le détroit est fermé. L'armée iranienne l'a encore redit hier. Aucun navire ne passe sans son autorisation, point final. Officiellement toujours, de l'autre côté, les Américains maintiennent leur blocus naval. Et Pete Hegseth, que Trump appelle désormais le ministre de la guerre, parce qu'apparemment défense ça faisait un petit peu trop mou, il explique qu'avec la rotation de ses porte-avions, il peut tenir un blocus de manière indéfinie. Donc on a un détroit verrouillé par deux côtés, plus rien ne passe, c'est la crise du siècle, sauf que mardi, le ministre américain de l'énergie a lâché au passage, presque distraitement, qu'il transitait près de 9 millions de barils par jour dans le détroit d'Ormuz, dans un détroit qui est soi-disant fermé. 9 millions de barils par jour dans un détroit fermé. 9 millions, c'est 36 000 camions-citernes, pour avoir toujours cette fameuse image, tous les jours, dans un détroit fermé. Les experts appellent ça pudiquement des flux clandestins. Moi, j'appelle ça une passoire avec un service marketing. Et c'est pas fini, parce que pendant qu'on nous vend la pénurie mondiale du siècle, 2 nouvelles sont tombées cette semaine que personne n'a vraiment commenté. Tout d'abord, les stocks de brut américains ont bondi de 17,4 millions de barils en une seule semaine. 17,4 millions de barils. Au point 2, l'Agence internationale de l'énergie a revu la demande mondiale de pétrole en baisse. Moins 1,6 million de barils par jour, alors qu'elle disait moins 1 million le mois dernier. Traduction, il y a plus de pétrole que prévu et moins de gens qui en veulent. C'est l'inverse exact de l'histoire qu'on nous raconte tous les jours par rapport au détroit d'Ormuz. Résultat, le Brent s'est pris 2% dans les dents hier, on est autour de 87 $. Et puis alors à la pompe, ça n'a rien changé du tout, bien sûr, parce qu'il faut bien comprendre que la seule loi immuable du capitalisme moderne qui fonctionne à tous les coups, c'est le prix du litre qui est parfaitement corrélé au baril quand ça monte, et parfaitement corrélé au compte en banque du patron de la station-service quand ça descend. Ah oui, mais vous comprenez, c'est à cause des stocks, du change, des marges de raffinage. Ouais, te casse pas, on a compris, c'est surtout à cause du pognon. Et par-dessus tout ça, hier soir est arrivé Scott Bessent, secrétaire au Trésor, qui déclare avec le ton d'une bande-annonce digne d'un Marvel qu'il faut surveiller cet espace. L'espace qui parle, c'est le détroit d'Ormuz et l'Iran. Parce que la semaine prochaine, aux États-Unis, ils vont appliquer à l'Iran des mesures, je cite, comme on n'en a jamais vu dans l'histoire de l'isolement économique d'un pays.
Un one-two punch, comme ils disent. Sanctions d'un côté, blocus des ports de l'autre. Le seul petit détail embêtant, c'est que l'Iran encaisse des vagues de sanctions depuis 45 ans. 45 ans sans jamais lâcher un centimètre. Ni sur le nucléaire, ni sur le Détroit, ni sur rien. Alors on espère juste que ce plan-là marchera mieux que celui de Bruno Le Maire qui voulait mettre l'économie russe à genoux et qui a surtout réussi à mettre la France à genoux en faisant péter le compteur de la dette. Bon, la géopolitique, c'est fait. Maintenant, on va arriver au moment de la vidéo où je vais vous raconter le truc le plus dingue de la semaine. Oui, un autre de plus. SanDisk, une société qui fait de la mémoire, des puces, du stockage, un truc qu'on met dans les data centers. Hier, le titre a pris 13,7%. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont tenu leur Investor Day et pendant cette journée, la direction a annoncé ses prévisions pour 2028, pour 2029 et pour 2030. Pour 2027, évidemment, aussi. Ils donnent des prévisions de chiffre d'affaires et de marge pour l'année 2030. Alors, laissez-moi vous expliquer pourquoi c'est complètement délirant. Parce qu'à Wall Street, un analyste normal, quand il fait une prévision à 6 mois, il est déjà en train de transpirer. À 12 mois, il met des astérix et puis des « attention, c'est pas sûr ». À 2 ans, il vous met des disclaimers dans tous les coins et il vous dit « écoutez, c'est indicatif ». Et à 4 ans, personne fait ça. Personne fait des projections à 4 ans. Là, on est juste dans le domaine de la science-fiction. Et c'est même pas le pire. Le pire, c'est qui le fait. C'est le secteur de la mémoire. C'est l'industrie la plus violemment cyclique de toute la technologie. C'est le secteur qui a ruiné 3 générations d'investisseurs plusieurs fois. C'est un business où pendant 2 ans, tu imprimes de l'or et où les 2 années suivantes, tu vends à perte parce que tout le monde a construit des usines en même temps. Ça fait 40 ans que ça marche comme ça, 40 ans que ça dure. Et là, il y a une société de mémoire qui vient nous expliquer très calmement qu'elle a annulé le cycle jusqu'à la fin de la décennie. Parce que cette fois, c'est différent. Et vous savez ce que le marché a fait? Le marché s'est regardé dans le miroir et il s'est dit « Waouh, c'est fou, hein, c'est complètement délirant ce qui se passe de faire des prévisions aussi lointaines. » Et puis après, il a pris une grande respiration, il a marqué une pause et puis il a fait « Bye, bye, bye !» Bon, maintenant, je vais être honnête avec vous. Il y a une raison pour laquelle tout le monde perd la tête. Les chiffres actuels sont... Il n'y a pas vraiment de mots. La marge brute ajustée de SanDisk au dernier trimestre, c'est 84,6%. L'an dernier, à la même période, même trimestre, 26,4%. Alors, je vous le traduis en français de tous les jours. Hein. Il y a un an, sur $100, il récupérait 26. Aujourd'hui, sur $100, il récupère 85. C'est plus une marge, c'est un hold-up. Avec le sourire et avec un communiqué de presse. Et le titre, lui, a pris plus de 3000% en 12 mois. 10 000 francs placés là-dedans l'été dernier. Ça fait plus de 300 000 aujourd'hui. Franchement, et là je pèse mes mots, si vous m'aviez montré ce graphique en me disant que c'était une crypto-monnaie, je vous aurais répondu qu'il y avait du pump and dump dans l'air et qu'il fallait fuir en courant. Mais non, c'est du solide, ce sont des vrais fondamentaux avec une vraie vision à 4 ans. Enfin, on espère. Maintenant, on passe à la partie qui devrait vraiment vous intéresser. Pourquoi est-ce qu'ils peuvent promettre jusqu'en 2030? Parce qu'ils ont tout verrouillé. SanDisk a signé des contrats sur plusieurs années avec 8 clients, des contrats qui couvrent la moitié de leur capacité de production pour l'année prochaine et les 2 tiers pour celle d'après. Et là, il faut regarder ça des 2 côtés. Côté malin, c'est brillant. Ça lisse la volatilité, ça sécurise le chiffre d'affaires, ça rassure l'actionnaire. Côté terrifiant, ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que les acheteurs, les grands groupes technologiques sont tellement paniqués à l'idée de manquer de puces qu'ils acceptent de signer aujourd'hui à des prix de pénurie absolue pour des livraisons dans 3 ans. C'est pas de la planification, hein, c'est de la peur contractualisée. Et je vais vous dire le fond de ma pensée qui n'engage bien sûr que moi. Une marge de 80% sur un produit standardisé, c'est pas la preuve d'un génie industriel, c'est le thermomètre d'une pénurie. Et puis alors, les thermomètres, historiquement, ils finissent toujours par redescendre, ou alors ça veut dire que vous allez mourir. Alors je dis pas que c'est demain, hein, je dis pas que c'est dans 6 mois, je dis juste que quand une industrie cyclique vous jure qu'elle n'est plus cyclique, il faut quand même noter la date quelque part. Et pendant que SanDisk faisait la fête, il y a un truc qui se passe dans les résultats trimestriels qui devient franchement comique, presque une habitude, mais comique quand même. Cisco, vous vous souvenez de Cisco qui a publié ses résultats supérieurs aux attentes sur le bénéfice et sur le chiffre d'affaires. Tout est mieux que prévu. Résultat, bam, moins 8,4% hier soir. Pire performance du Dow Jones. Le crime, 2 petits points de marge brute en moins. Pourquoi? À cause du coût des composants. Les composants, c'est-à-dire les puces mémoire dont on vient de parler. Ce qui rentre dans la poche de SanDisk, elle sort de celle de Cisco. C'est ça une chaîne d'approvisionnement. Quelqu'un finit toujours par payer l'addition. Autre exemple, Applied Materials. Ils ont battu les attentes et ils ont relevé leurs prévisions. Le combo parfait dans un temps normal. Résultat, moins 4% after close parce que le titre avait déjà doublé depuis janvier et que tout était dans les prix depuis bien longtemps. Et puis alors maintenant, il y avait le contre-exemple, Workday. Alors Workday, ils n'ont rien publié, hein, rien du tout, zéro, que dalle, zéro résultat, zéro annonce.
Juste une dépêche de Reuters qui raconte qu'un fonds discuterait peut-être éventuellement d'un éventuel rachat. Paf, plus 18%. Donc récapitulons. Publier d'excellents résultats, ça vous coûte 8%. Se faire draguer par un fonds d'investissement, ça vous rapporte 18%. Je crois que le message est assez clair. Battre le consensus aujourd'hui, c'est devenu le minimum syndical. Si vous n'y êtes pas, ne publiez même pas. Bon, maintenant, on parle un tout petit peu vocabulaire et croyez-moi, ça va vous servir dans les 6 prochains mois. On va parler du run rate. Vous allez l'entendre partout, alors autant s'habituer tout de suite. Le run rate, c'est très simple. Vous prenez le chiffre d'affaires du dernier mois, vous le multipliez par 12 et vous annoncez ça comme étant le résultat de votre chiffre d'affaires annuel. C'est exactement comme si vous allez voir votre banquier en lui présentant votre meilleur mois de l'année, multiplié par 12, en lui disant « Voilà, ça c'est mon salaire ». Sur une entreprise stable, ça ne veut pas dire grand-chose. Sur une entreprise qui double tous les 6 mois, ça flatte énormément. Et sur une entreprise qui commence à ralentir, alors là, ça devient une arme de destruction massive dans l'autre sens. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Alors pourquoi je vous raconte ça ? Tout simplement parce qu'OpenAI est désormais sur un run rate de plus de 40 milliards de dollars. Et parce que dans la foulée, Anthropic, l'autre géant de l'intelligence artificielle, viserait, selon le FT, une valorisation de 2 à 3 000 milliards de dollars pour son entrée en bourse en octobre, avec un run rate de 47 milliards. 2 000 milliards, c'est le niveau de Broadcom ou de TSMC. 3 000 milliards, c'est un club de 5 entreprises dans toute l'histoire du capitalisme, donc ça ferait un 6e qui rentrerait dedans, pour une société qui n'existait pas il y a 5 ans. Et pendant ce temps-là, chez OpenAI, on nommait hier le 3e directeur des revenus en moins d'1 an, le 3e en 1 an, et tout est parfaitement sous contrôle, évidemment, même le niveau de cash, on espère. Et puis alors, je garde le meilleur pour la fin, parce que c'est le symptôme absolu de l'époque dans laquelle on vit. Mardi prochain, Reddit entre dans le S&P 500. Reddit, donc, c'est le forum, l'endroit où les anonymes se traitent de tous les noms et s'échangent des idées d'investissement entre deux mêmes de chats. Ce truc-là va officiellement rejoindre l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines. Le titre s'est d'ailleurs envolé de 12,6% hier pour fêter ça. Sauf que, et c'est là que ça devient super beau, Reddit est en baisse de 31% depuis le 1er janvier. Pourquoi ? Parce que l'intelligence artificielle est en train de siphonner tout son trafic en s'entraînant sur ses propres conversations. Le site se fait dévorer par la tech qu'il a lui-même nourri. Mais ce qui est le plus beau dans tout ça, c'est la mécanique. Mardi matin, avant l'ouverture, tous les fonds indiciels de la planète vont devoir acheter du Reddit automatiquement, sans réfléchir, sans se poser la moindre question, parce que c'est la règle, y compris votre 3e pilier, y compris la caisse de pension de votre employeur, vous allez devenir actionnaire de R Wall Street Bet sans avoir jamais cliqué sur quoi que ce soit et en criant « YOLO !» Bon, on récapitule, on a une guerre, un blocus sur un détroit qui est fermé, qui laisse passer 9 millions de barils par jour, une volatilité au plus bas depuis le nouvel an, on a une banque centrale qui vise 2% d'inflation sans qu'on sache vraiment comment ils vont le faire, on a une société de mémoire qui promet la Lune jusqu'en 2030, on a des entreprises qui battent les attentes et qui se font démolir, et d'autres qui ne publient rien et qui prennent quasiment 20%. On a un forum de mèmes de chats qui honte dans l'indice des 500 plus grandes entreprises américaines pendant que votre caisse de pension l'achète les yeux fermés. Alors est-ce que tout ça va mal finir ? Bien sûr que non ! Le bull market est là, forever, c'est évident. En tous les cas, quand on voit ce qu'on voit, qu'on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ce que je sais, moi, en revanche, après 30 ans de métier, c'est que les marchés ne s'écroulent jamais quand tout le monde a peur, ils s'écroulent quand plus personne n'a peur. Et là, aujourd'hui, le thermomètre de la trouille, il est à 14,5. Prenez-en note quelque part avec la date d'aujourd'hui. On se retrouve lundi pour découvrir à quoi ressembleront des sanctions comme on n'en a jamais vu sur l'histoire de l'isolement économique d'un pays, et sûrement pour un nouveau tweet ravageur du président au retour de son golf du dimanche. Mais entre deux, on se retrouve bien sûr aussi pour le Swiss Bliss demain matin. En attendant, on s'abonne à la chaîne, on like, on commente et on partage. À demain, à lundi, à bientôt. Soyez forts, bon week-end. Bye bye. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.